C'est un sujet très sensible à suivre. Et là, pendant que je parlais, j'ai vu Georges qui s'installait en studio. Bonjour, Georges Gouma. Bonjour, Caro. Georges est sociologue, passionné d'Afrique et passionné tout court d'Afrique centrale. Voilà. Non, Afrique noire. Ouais, pas juste l'Afrique centrale. Hein, on ratisse large. Mais le sujet de ce matin, ce sera l'Afrique centrale et le recul de la démocratie. Hélas. Comment vas-tu, Caro? Je vais très bien, toi-même. Un beau soleil. Oui, ça fait du bien. Hein? Ben oui, ça fait du bien. C'est pourquoi je suis en retard, voyez, un peu. Voilà, c'est ça. Bon, il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison, c'est ça. Mais l'essentiel en est là. Oui. Bon, alors, recul, on avait commencé à en parler, recul de la démocratie en Afrique centrale. C'est pas un sujet jojo, mais je pense qu'il faut en parler, c'est nécessaire pour bien comprendre. Et tu le fais de belle façon, tu nous expliques les enjeux géopolitiques de la région. Surtout avec désormais ma double casquette. Oui. Ma double casquette, je suis intéressé par la politique africaine et je suis intéressé par la politique québécoise aussi. Oui. Bon, voilà. Donc, ça me met quand même dans une posture légitime de pouvoir en parler et certainement aussi comprendre quand même certains problèmes qui se posent chez nous ici au Québec. On a tendance un peu à rester un peu aucune société aujourd'hui ne vit en autarcie. Les sociétés aujourd'hui vivent dans un village planétaire. On l'a dit, on l'a redit. Oui, mais dans notre quotidien, on ne voit pas la complexité de ces rapports. Comment est-ce que moi, ici, un bon Québécois, peut être influencé par la Chine, par l'Inde, par l'Afrique, loin là-bas, dans ma vie quotidienne. Dans ma vie quotidienne, je ne vois qu'autour de moi que je suis au Québec. Voilà, je fais faire mes courses, je vais à mon travail tranquillement. Ben écoute, l'Inde, c'est loin là-bas, c'est tellement loin. Alors que l'Inde n'a jamais été aussi proche de nous. Alors que l'Afrique n'a jamais été aussi proche de nous. Donc, je pense que la démocratie en Afrique doit intéresser tous les Québécois, doit intéresser tout le monde. Rien que, bon, nous parlons de la démocratie, le recul de la démocratie. Mais là, c'est voir un peu la politique en interaction avec l'économie, par exemple. Oui. La politique en interaction avec la culture, par exemple. Aujourd'hui, on parle du mois de l'histoire des Noirs. On n'en a pas touché un mot là-dessus, pour la première fois depuis 5 ou 6 ans que nous sommes ensemble, février. Le mois de l'histoire des Noirs. On va se rattraper, hein. Il y a encore un petit, on fera même une petite semaine. Voilà, on fera un spécial là-dessus. Donc, c'était simplement dire que plus l'Afrique va bien se porter, mieux le monde se portera. Oui. Ça, c'est clair et net. Parce que quand on voit un peu la question de l'immigration qui défraie la chronique ici au Québec, ça défraie la chronique. Mais j'ai comme l'impression que c'est une thématique qui ne prend de l'ampleur que pendant les périodes électorales. Et quand la période électorale est passée, plaf, on n'en parle plus. Alors que le problème n'a jamais été aussi présent. Les immigrants ici sont dans la vie professionnelle, sont dans l'économie, sont dans partout pas mal de choses. C'est-à-dire que la vie de l'immigrant impacte notre vie tous les jours. Oui. Effectivement. Voilà. Donc, alors, revenons un peu à l'Afrique pour voir un peu. Parenthèse, mais quand même pour mettre en contexte. Mais c'est pas une parenthèse. Georges, tu sais que c'est plus une mise en contexte. Oui, c'est une mise en contexte. Tu vois que je suis venu les bras ballants là. Hein? Je n'ai rien préparé. C'est un peu à bâton rompu. On a l'habitude. Mais Caro. Tu connais ton sujet, Georges. Voilà, c'est ça. Donc, le recul de la démocratie en Afrique centrale, surtout, a quelque chose d'assez caractéristique. L'Afrique, d'une manière générale, c'est pas pour autant que je vais dire que, écoute, la démocratie n'a des problèmes qu'en Afrique centrale. Non. D'une manière générale, en Afrique, on a vu avec le Zimbabwe, par exemple, avec Robert Mugabe, qui était obligé à 94 ans, on lui a donné un bon coup de pied au cul, de sorte qu'il sorte de la politique. Mais tant mieux, c'était très intelligent, il n'y a pas eu d'effusion de sang. On a dit, grand-père, écoute, ça suffit là. Va prendre ta retraite avec tes enfants. Ta retraite avec tes enfants et tes petits-enfants et tes petits-enfants. Et ça s'est fait. Il y a jamais aussi qui est en Afrique de l'Ouest là-bas aussi, hein, la Gambie. On a parlé du Burkina Faso aussi. Celui-là aussi, on l'a jeté au dehors par la population. Donc il y a des problèmes dans toute l'Afrique d'une manière générale. Mais quand on regarde un peu à la loupe, Caro,
on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez particulier à l'Afrique centrale, le cœur même de l'Afrique. L'Afrique centrale, c'est le cœur de l'Afrique. Et qu'on voit que pratiquement tous les pays d'Afrique centrale, il y a un truc qui n'est pas sain. C'est-à-dire qu'il y a des dictateurs qui sont là. Hein? Je crois que dans le monde entier, c'est en Afrique centrale qu'on trouve cette gang, comme on le dit ici à Québec, la gang de ces dictateurs en Afrique centrale. Comme une gangrène, là, qui ronge l'Afrique. Absolument, c'est une gangrène, évidemment, qui ronge dangereusement l'Afrique. Parce que le constat, qu'on soit au Cameroun, tout dernièrement, il y a eu des élections au Cameroun, par exemple, où, évidemment, les opposants ont démontré par A et par B, avec une batterie d'avocats pour démontrer que le président qui est là depuis plus de 40 ans maintenant, Paul Biya, n'a pas gagné l'élection. Et il est resté au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est M. Kamto qui était, en fait, que les observateurs attentifs donnent la victoire, qui est foutu en prison. Pourquoi il est foutu en prison ? Tout simplement parce que les Camerounais partout dans le monde ne sont pas d'accord de ce qui se passe chez eux. À Berlin, à Paris, les Camerounais se sont mis dans la rue, ont pris les ambassades, de leur pays. Il y a eu du saccage. Et on va attraper M. Kamto, qui était là-bas au Cameroun et qui n'était pas à Paris et qu'on a foutu en prison. Donc, ceux qui gagnent les élections sont bons pour la prison. Au Congo-Brazzaville, c'est la même chose. Chez moi, je ne vais pas parler longtemps parce qu'on a beaucoup parlé. Mais c'est le pouvoir de l'armée, ça, Georges, qui est derrière tout ça. C'est le pouvoir des anciennes colonies. Non, le truc, c'est que ceux qui sont au pouvoir, les fameux dictateurs, utilisent l'armée, non pas dans ses fonctions régaliennes traditionnelles, c'est-à-dire la défense de la patrie contre les envahisseurs étrangers ou contre les attaques des armées étrangères. Voilà le sens, la fonction de l'armée. C'est une fonction régalienne qui protège le pays contre toute attaque de l'extérieur. Mais l'armée est utilisée pour protéger simplement un type, une seule personne qui est le dictateur en place avec toute son équipe, avec toute ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent, à acheter des armes de guerre. Et acheter les généraux aussi, j'imagine. Bien sûr, la corruption. Il faut qu'il y ait de la corruption. Il faut que les soldats, on leur graisse la patte. Sinon, ils diraient, écoutez, moi, un peu comme au Venezuela, on se demandait si l'armée allait pencher du côté du peuple ou rester du côté de Maduro. C'est la même chose en Afrique. C'est la même chose. C'est-à-dire que, les officiers de l'armée sont corrompus. C'est pourquoi, généralement, dans certains pays, ceux qui apportent la liberté, c'est pas les hauts gradés, mais souvent c'est les petits caporaux, les petits sergents qui sont au bas de l'échelle et qui font la révolution. Tu vois? Là, on était au Congo-Brazzaville, au Gabon aussi. Mais là encore aussi, il y a eu des élections en 2016, je pense. Et Ali Bongo, le fils de Bongo, n'a pas gagné l'élection. Visiblement, celui qui a gagné l'élection, Jean Ping, entre guillemets, il vadrouille encore. Au moins, il a la vie sauve. Il est au Gabon, mais il est en liberté. On l'a pas foutu en prison, celui-là. Mais et pourtant, ça se continue. Il n'a pas la liberté de ses mouvements. Ça, c'est au Gabon. Mais hier encore, c'est en République démocratique du Congo. Mais là encore, de façon visible, on a bien vu que Etienne Tshisekedi, qui est président maintenant, il n'y a pas la démonstration claire et nette qu'il est le gagnant de l'élection. C'est une petite, en fait, un petit manège que Kabila, qui était là, a fait pour se protéger lui-même d'abord. C'est-à-dire qu'il a nommé une personne pour être au pouvoir et le protéger au fond parce que, bon, là, au niveau de la transition, on peut être OK parce que ça s'est fait sans effusion de sang pour une fois. Et même quand on dit ça, quand on regarde à la loupe, durant toutes les 17 ans de Kabila, il y a eu beaucoup de sang, des millions et des millions de Congolais qui sont morts. Et ça, il faut mettre quand même, il faut qu'il y ait aussi un droit d'inventaire quelque part pour se dire, mais écoutez, on peut pas sortir de 17 années de présidence et rester comme ça sans faire un état d'inventaire. Qu'est-ce qui s'est passé?
Georges, j'ai une question. Je relisais le titre de ta chronique, le recul de la démocratie en Afrique centrale. Est-ce qu'il y a déjà eu une véritable démocratie? Est-ce que depuis que les colonies sont parties, la France, l'Angleterre, est-ce que est-ce qu'on a perdu véritablement une démocratie ou si elle a toujours été vacillante? Mais non, on peut pas dire qu'il y a... on peut pas dire que finalement il y a eu une vraie démocratie dans ces pays-là. La chute du mur de Berlin en 1989 et le discours de François Mitterrand de La Baule, qui avait conditionné l'aide publique française à ces États, à ces anciennes colonies, à la démocratie. Alors, ça avait donné un élan dans tous les pays africains où il y avait des conférences nationales et où, évidemment, les gens sont allés dans le sens de la démocratie. Au Congo-Brazzaville, par exemple, dans mon pays, il y a eu un très beau processus de démocratisation. Ça s'est passé très bien. On a eu Pascal Lissouba, président de la République, en 92, avec une nouvelle constitution agréée par tous les Congolais. Mais ça n'a duré que 5 ans parce que ce qui s'est passé, c'est que François Mitterrand, qui avait poussé les pays africains à aller vers la démocratie, s'est rendu compte que la démocratie, quelque part, est dangereuse pour elle-même, la France. C'est pas payant. C'est pas payant pour la France, puisque la France a toujours maintenu, n'est-ce pas, sa mainmise sur ses anciennes colonies. On a parlé du franc CFA, par exemple, qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Le franc CFA, c'est une monnaie coloniale qui a été mise en place sous le nazisme. Et on ne peut pas comprendre que des États africains, qu'on dit souverains, continuent à utiliser une monnaie coloniale gérée par le Trésor français, fabriquée en France. Hier encore, on m'a envoyé une vidéo d'un monsieur par provocation qui est allé au Trésor public français et qui voulait payer sa contravention. Il est parti avec les fonds CFA. Il a donné les fonds CFA, ils sont étonnés. Mais non, on ne connaît pas cette monnaie. Mais comment ça, vous ne connaissez pas cette monnaie alors qu'elle est fabriquée par vous ici en France, à Chamalières, et envoyée dans les pays africains, et le franc CFA est arrimé à l'euro. Donc, il n'y a pas de... Vous utilisez l'euro. Le franc CFA est arrimé à l'euro, et vous dites que vous ne prenez pas cette monnaie qui est votre monnaie au fond. Je ne comprends pas. Double standard. Ah ben oui. Mais il y a le Canada aussi. On parle de la France, mais tu sais, nous aussi, on a des intérêts miniers en Afrique centrale. Mais attends... Caro, quand je venais dans la voiture, j'étais suivi. Tu as évoqué notre chronique à venir en parlant que Georges nous parlerait peut-être de la Chine. Tu parlais de la Chine aussi. Je parlais de la Chine qui a des intérêts aussi beaucoup en Afrique. Pas qu'en Afrique, mais entre autres en Afrique. Partout, entre autres, beaucoup en Afrique. Mais bien évidemment, revenons un peu sur le Canada, puisque tu as posé la question sur le Canada. Je disais le Canada, mais c'était juste pour dire que la France, mais pas que. Là. Mais non, pas que la France. Mais c'est-à-dire que l'Afrique, malgré le fait que l'Afrique a été travaillée depuis le 15e siècle, c'est ça que les gens doivent comprendre, que ce continent-là qu'on travaille depuis, qu'on exploite depuis le 15e siècle avec la traite des nègres, et qui ensuite, il y a eu la colonisation, et maintenant la post-colonisation, on parlerait peut-être même de la post-post-colonisation aujourd'hui, tu vois. Mais l'Afrique continue à être un continent bougrement riche. C'est ça le problème. C'est-à-dire que on l'exploite depuis le 15e siècle, mais elle continue d'être riche. Mais continue à être riche, et les autres pays hors Afrique s'en donnent à cœur joie pour l'exploitation de l'Afrique. C'est-à-dire qu'avant que les Chinois ne mettent leurs pieds en Afrique d'une autre manière, parce que les Chinois étaient en Afrique avant la chute du mur de Berlin, c'était beaucoup plus une présence idéologique, Caro. Ouais. C'est une présence beaucoup plus idéologique, avec Mao Tse-tung, avec le socialisme, avec tout cela. Mais depuis Deng Xiaoping, qui a impulsé en Chine une nouvelle approche qui est beaucoup moins idéologique, mais qui est basée sur l'économie, la Chine est devenue aussi un pays capitaliste. Libéral, et qui a des parts de marché partout. Et, soit dit en passant, le plus grand créancier des États-Unis, c'est quand même la Chine. La plus grosse dette extérieure est devenue par la Chine par rapport aux États-Unis. Donc, la Chine est en train de faire une pénétration, a fait une pénétration, et ce qui fait évidemment peur aux Occidentaux qui étaient là avant. Parce que dans les approches, c'est complètement différent. C'est complètement différent.
Les Français, les Européens qui étaient là depuis très 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 longtemps ont une approche tout à fait particulière. Une approche particulière où ils donnent de l'argent. Ils donnent, enfin donner de l'argent, j'exagère, parce que je l'ai toujours dit et je peux bien le démontrer, que l'Afrique, qu'on dit vivre sur la base de l'aide, mais non, c'est l'Afrique qui a beaucoup plus aidé le monde que toute autre chose. Ouais, on peut voir de cette perspective-là. Donc, bien sûr cette aussi. perspective-là, on clairement. peut le voir et on peut le démontrer par A et par B que quand les Occidentaux mettent $1 en Afrique, ils en récoltent 4. Eh oui. C'est ça le problème. Donc, en fait, oui, la Chine est là, mais la Chine construit. C'est-à-dire que quand la Chine arrive, elle ne donne pas forcément l'argent, mais elle met des équipements. Elle met des équipements. C'est-à-dire que quand ils tournent le dos pour partir, on voit quelque chose. Alors que les autres qui donnent l'argent, et cet argent est dilapidé par les dictateurs, et qui viennent remettre cet argent dans leur banque en Occident. Ce qui fait que les gens comme les Mobutu, qu'on disait parmi les 5 plus riches du monde, mais Mobutu, il est mort. Mais son argent est passé où? Et cet argent qu'il a dilapidé est resté dans les banques occidentales. Donc il faut comprendre que dans ce sens-là, les Occidentaux qui encouragent aujourd'hui les dictateurs, parce qu'il faut le voir de cette manière-là. Ils parlent de démocratie, mais la réalité n'est pas là. La réalité, ce sont ces entreprises canadiennes aussi qui vont chercher du coltan, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, qui font travailler des enfants qui ne vont pas à l'école, et ces enfants-là vont mourir de maladies, de cancer, parce qu'ils exploitent les gisements de diamants, de coltan, de tout ça, dans des conditions misérables. En plus de ça, il y a la guerre qu'on laisse derrière. C'est-à-dire qu'on vient prendre les matières premières et on laisse le dénuement total en Afrique et plein de problèmes, et on s'étonne que ceux qui ont la possibilité de fuir ces zones de guerre parce qu'on vient exploiter les minéraux chez eux viennent, n'est-ce pas, en Occident s'installer, et ça crée le problème de l'immigration, et on se demande mais pourquoi ils viennent tout le temps. On pourrait régler le problème à la base, là, aller à la racine du mal, c'est un peu ça. On veut régler le problème à la base. J'ai souvent aussi donné l'exemple. Caro, regarde un peu. On a reçu les Syriens ici. Mais qu'est-ce qui se passe en Syrie? C'est des bombes qui pleuvaient sur la Syrie. Des bombes de partout qui venaient des États-Unis, qui venaient du Canada, qui venaient de la France, qui venaient de l'Angleterre, qui venaient de partout parce qu'il y avait la coalition. Mais oui. On vient déverser des bombes. Et les gens en bas font quoi? Ils fuient. Ils viennent où? Ils viennent ici, par exemple. Mais oui, on peut toujours se poser et se dire que ces gens-là, s'il y avait le choix, ils préféraient probablement rester dans leur mais non, pays. mais ils préféreraient rester chez eux. Moi, y compris aussi, à un moment, j'étais venu pour faire mes études en France et repartir. Mais on peut pas, quand on a vécu la démocratie, on a vu comment ça marche, et quand on voit d'où on vient, ça se passe pas comme ça, je vais pas aller donner ma tête pour comme la coupe là-bas, tu vois. Non, on veut pas ça, Georges. Donc c'est ça le truc, c'est pourquoi il faut comprendre, la compréhension est une bonne chose, l'éducation, la démarche pédagogique est une bonne chose pour comprendre un peu la complexité des rapports qu'il y a entre les États. Que le confort que nous avons dans notre vie quotidienne, il faut regarder qu'autour, il y a des complexités qui nous tombent souvent sur la tête sans le comprendre. Ouais. Et quand ça nous tombe sur la tête, on le comprend pas, on réagit n'importe comment, tu vois. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, je pense que la démocratie, les pays occidentaux ont besoin de soutenir la démocratie en Afrique. Ce serait un changement de cap, là. Ce que tu dis là, ce serait un changement de politique à 180 degrés. Mais non, il n'y a pas à changer de politique à 180 degrés. Et pourquoi? C'est tout simplement demander à ces dictateurs de partir et d'installer la même démocratie. C'est pas ça qu'on fait présentement, genre, c'est pas ça que les politiciens font présentement. Oui, mais ils ont peut-être, la peur, peut-être, c'est un manque à gagner. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple, la France que je connais sur les bouts des doigts, mais écoutez, enlever les anciennes colonies de la France à la France n'est plus une puissance puisqu'on va prendre le pétrole gratuitement, on va prendre tout. On a une influence déterminante sur l'enjeu politique en Afrique. Ce qui veut dire que, je te donne l'exemple, il y a Loïc Le Floch-Pigeon. Oui, Loïc Le Floch-Pigeon qui était un des grands directeurs de la compagnie pétrolière française Elf, à l'époque maintenant Total. Il a dit ouvertement à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'au Congo-Brazzaville, par exemple, il y a eu des cargaisons fantômes, des cargaisons de pétrole fantômes. Ce qui veut dire que les cargaisons de pétrole fantômes, ce sont des grands tankers de pétrole qui partent du Congo et voguent vers la France sans être mentionnés dans des cahiers comptables au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que des tankers de pétrole qui vont gratuitement, qu'on prend gratuitement. C'est ça des cargaisons fantômes. Ouais. Alors, mais si la France a vécu
des années et des années sur la base de ces cargaisons fantômes, et qu'il y ait un président qui vienne mettre la démocratie pour mettre tout ça en lumière, mais vous comprenez qu'il n'aura pas de chance, puisqu'il préférerait continuer avec le vol, le pillage, et ce pillage-là est un élément essentiel dans l'économie de la France. Donc c'est ça, le manque à gagner serait là. C'est pourquoi ils s'obstinent évidemment à ce que ça puisse continuer avec les dictateurs, puisqu'ils sont dans la combine depuis très très longtemps. Ouais. Donc c'est ça le problème. Mais c'est un combat, c'est des combats à mener, et nous voulons quand même que le monde progressiste en Occident puisse comprendre cela et que, voilà, soutenir un peu la démocratie. Et grâce à ces chroniques, Georges, et à ton information et ton bien. éclairage, j'imagine que ça fait tranquillement, pas vite, son petit bout de chemin, que ça fait avancer les choses. On aimerait, et grâce à ces KRL, là, et aujourd'hui, j'étais tellement content de recevoir des images d'une émission, d'un journal sur CKRL d'il y a très très longtemps. Ah, c'était formidable. Hein. Je l'ai repris sur mon Facebook. Radio francophone d'Amérique. Ah, mais c'est génial. Radio ça. communautaire, bien entendu. Merci, Georges. Merci, Caro. Merci beaucoup. Alors, tu serais un très bon porte-parole pour parler de notre prochain Radioton. Ah, absolument. On est en campagne de préfinancement, d'ailleurs, oui, de pré-Radioton. Absolument. Alors, si vous voulez, je vous le dis, achetez votre carte de membre, la racheter ou encore nous faire un don pré-Radioton. C'est le moment de le faire. Vous avez jusqu'au 29 mars pour courir la chance de gagner de très beaux prix. 8h45, on passe sport de l'autre côté de la pause.